Les 29 et 30 novembre 2018, l'Agence des 50 pas géométriques, le CAUE, l'ADEME et le CNFPT ont organisé un séminaire dédié à la planification et à l'aménagement des territoires urbains et littoraux. Cette action a permis d'évoquer les conflits urbains, les approches durables et citoyennes adaptées au contexte guadeloupéen, ainsi que l'action de l'Agence des 50 pas géométriques dans le processus de régularisation foncière des occupations du littoral sans droit ni titre. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du réseau d'urbanisme durable de la Guadeloupe. Cet organisme, créé depuis plus de 5 ans, a pour vocation de fédérer les acteurs du territoire pour leur permettre de réfléchir sur les grands enjeux et les solutions par rapport à ces questions. Depuis 2013, nous avons organisé un certain nombre de manifestations, donc des actions d'information et de formation donc sur les bonnes pratiques en matière d'urbanisme. Et donc cette année, donc, la question du conflit, donc à travers des outils de réponse durable au conflit, à travers les questions de concertation, de médiation, que ce soit sur les zones urbaines que les zones littorales. Avec la question de la transition écologique, transition énergétique, la dimension développement durable est quasiment dans toute notre démarche dans la territoriale. Et le CNFPT qui est au cœur de la territoriale à travers sa mission de formation et sa mission d'ingénierie de formation. Donc quand on vient dans ce type de séminaire, c'est pour aussi partager avec les participants notre expérience, mais aussi nous enrichir pour que demain matin dans l'offre de formation, dans l'offre de service du CNFPT, on peut se retrouver des itinéraires, des contenus de formation qui permettent après à nos cadres territoriaux de monter en compétences. Ce séminaire répond à des problématiques qui sont prégnantes. Et donc aujourd'hui, on sait toutes les difficultés qu'il y a sur la zone littorale. Il n'est pas question d'avoir toutes les réponses après ces deux séminaires. Il s'agit que tous les acteurs, qu'ils soient individuels, collectifs, ils sont donc à même aujourd'hui d'aménager le territoire guadeloupéen. Bonjour à tous. Donc nous sommes ici exactement à Daubin où sont réunis des citoyens qui se sont mobilisés parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas accès à des terres auxquelles ils avaient accès, des terres agricoles. On vote dans cette commune. Nous avons des droits également. Nous avons des droits également. Nous ne sommes pas dans une guerre. Nous sommes en train de défendre les travailleurs. Alors que vous devez toucher qui que ce soit. Boga bail 30 ans à vie et puis ranger espace là. Espace là belle, accueillant. Tout Guadeloupéen qui connaît l'espace là, ça a dit ouais, ça belle. Milan mais là. Est-ce que c'est ça qui fait qu'un Guadeloupéen ne peut pas projeter de vivre en paix, de vivre en vraie vie, de vivre en commune, de vivre à ce territoire? L'urbanisme durable n'a pas vocation à supprimer les conflits, mais à fournir les leviers permettant de les anticiper, les traiter et les gérer afin d'accompagner la construction d'un consensus. Le premier type de conflit peut survenir lorsqu'un projet a déjà été pensé par un urbaniste avec un aménageur et une municipalité. Et ce projet, on ne l'a pas vraiment présenté aux habitants. C'est un projet qui a été pensé en pensant que c'est la bonne solution. Le deuxième type de conflit va survenir lorsqu'on n'a pas négocié, on n'a pas discuté, on n'a pas présenté et travaillé avec les habitants suffisamment en amont, en pensant que de toute façon, les gens ne vont pas comprendre. Le troisième type de conflit va être lorsque ce projet d'aménagement est accepté par les habitants, par la mairie, par l'aménageur. Dans la phase de la réalisation du projet, on ne va pas suivre exactement ce qui avait été décidé. Et évidemment, on arrive encore une fois à une situation de conflit. Comment en fait y répondre à ces questions conflictuelles en zone urbaine à travers l'approche du développement social? Comment en zone rurale, à travers donc, la zone agricole protégée, on répond par la protection des communautés à ces questions conflictuelles et également à une plus large échelle, c'est-à-dire l'échelle des PLU, l'échelle du SAR et ponctuellement à travers le schéma départemental des espaces naturels et sensibles, la typologie de conflits auxquels ils sont confrontés et comment eux ils y répondent. Mais le problème, c'est que les choses s'imbriquent. C'est-à-dire que la zone rurale n'est plus si rurale que ça. Elle devient plus ou moins urbaine. On voit qu'elle se densifie. Cap Excellence déploie, dans le cadre de la politique de la ville, le concept de développement social. Cette démarche de projet à l'échelle de quartiers sensibles mobilise toute l'action publique, c'est-à-dire les 21 signataires du contrat de ville. L'action publique sociale, mais l'action publique aussi en matière d'urbanisme, en matière de formation, en matière d'insertion. C'est la région, c'est le département, ce sont les villes, c'est la CAF, Pôle emploi, c'est les chambres consulaires. Tous ces partenaires se mettent ensemble pour mettre en place une démarche de projet sur des quartiers
sur des territoires qui sont sensibles. Sensibles parce qu'effectivement, il y a de la précarité économique, il y a des précarités relationnelles. On est presque dans des situations aussi de désœuvrement, d'isolement des populations. Ça peut, à certains moments, dévier en matière de délinquance, en matière d'insécurité, voire en matière de crise urbaine. Outre le conflit relatif au projet rural ou urbain, les graves incidents sociaux de 2017 en Guyane ont mis à jour un autre type de différend, lié à la gouvernance des territoires. À cette période, toutes les populations ont eu un mot d'ordre, si vous voulez, c'était « écoutez-nous ». Nous voulons gérer notre territoire et à la suite de ces événements, on a conclu avec la direction des affaires culturelles et le ministère de la Culture dont nous dépendons, nous avons conclu les accords de Cayenne. En Guyane, comme ailleurs, le conflit urbain peut provenir de la non prise en compte de la singularité des modes d'habiter. Chacun a sa façon d'habiter, cette façon d'habiter est profondément culturelle. Et nous avons, ce que j'ai entendu hier, ressemble beaucoup aux problématiques que l'on a en Guyane, c'est la complexité de l'adaptation de la règle nationale à ces différentes cultures et façons d'habiter. Le concept de démocratie participative, il vient en fait du droit communautaire, hein, c'est les notions de transparence, de la décision publique, c'est-à-dire qu'on passe d'un système où c'est l'État qui décide et puis le citoyen qui exécute à un système de discussion, de co-construction. Donc la difficulté, c'est que souvent on dit qu'on consulte, mais en fait on présente des projets bouclés. Et l'idée, c'est d'évoluer de cette situation, on va dire d'un sachant qui est en haut et qui impose aux autres, vers une situation de co-construction, c'est-à-dire on construit ensemble. C'est vraiment un dialogue, c'est pas du haut vers le bas, mais c'est du haut vers le bas, du bas vers le haut, voilà. Cet état des lieux met en exergue la nécessité d'intégrer aux côtés des maîtrises d'œuvre et d'ouvrage un nouvel opérateur, la maîtrise d'usage. En 1956, vous voyez que en fait, c'est un quartier qui n'existe pas. Et ensuite, il y a eu l'exode rural à la fermeture des usines dans la crise de canne à sucre et les gens ont fait une ruée vers la ville en espérant de profiter du développement urbain en fait. Et donc, en 64, on voit que le quartier est déjà construit en fait. Ensuite, 50 ans après, tout autour du quartier s'est installée toute une chaîne économique et le quartier, lui, est enclavé. Quartier populaire classé en ZUS de quelques 3000 habitants, Volga-Plage se distingue par une société civile dynamique. Le Conseil citoyen de Volga-Plage a conçu un projet d'aménagement alternatif nommé Résilience, qui s'est articulé de la façon suivante. 2009, création d'un collectif. 2011, convention avec Fort-de-France et l'Agence des 50 pas sur le périmètre d'études. 2015, mise en place du Conseil citoyen. 2018, partenariat pour la régularisation avec l'Agence des 50 pas. Au terme de la concertation débutée en 2016, un rapport en 36 fiches actions a été remis à la ville de Fort-de-France en juin 2017. Du côté des collectivités, Cap Excellence porte une démarche permettant aux citoyens de participer à la construction du projet urbain, le développement social. 1. En intégrant les habitants, en intégrant les usagers, premièrement. De nouvelles démarches, c'est ça la gestion urbaine de proximité. L'outil aussi, par exemple, comment aider les habitants à se mettre en forme, à se former pour entrer dans la démarche de projet. Ce sont les conseils citoyens, par exemple, où maintenant la loi oblige, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, à créer des conseils citoyens. Mais ce sont aussi des outils en matière de co-formation, en matière aussi où on prend l'habitude à faire ensemble un certain nombre de projets, justement dans le fonctionnement régulier des quartiers. Lorsque pour des raisons politiques, techniques ou sociales, le projet urbain se trouve dans une impasse, la méthodologie ARAPA permet de restaurer le dialogue. Et notre méthode est simple, elle consiste à observer, rencontrer chaque habitant, dialoguer, discuter, comprendre vraiment la situation de chaque foyer, quelles sont les relations de tension qu'il peut y avoir dans le quartier, quelles organisations humaines, mais aussi en termes d'aménagement, des choses qu'on ne voit pas tout de suite au premier regard. S'il y a un arbre important pour la population qui a un endroit, s'il y a un lieu de rituel, c'est ce travail en fait de diagnostic de terrain, à la fois auprès de la population, mais aussi au niveau du territoire, du paysage, qu'on cherche à bien comprendre pour avoir un diagnostic très fin.
En attendant la mise en œuvre du projet urbain, il est fondamental d'animer le territoire. Quand on parlait de notre quartier jusqu'à très peu de temps, on parlait uniquement de drogue et de prostitution. Maintenant, on parle de jardins partagés, on parle de maisons qui sont valorisées, des touristes qui n'hésitent pas à venir visiter. Et puis, on a toute une vie qui s'organise autour de cette opération avec du lien humain de proximité. Donc c'est les voisins, les personnes qui viennent autour du jardin, prendre un petit plan, discuter, récupérer une salade, de la menthe, etc. Donc ça fait un lien, c'est une plateforme qui propose un espace de discussion et d'échange, avec aussi la transmission des aînés vers les jeunes. Donc on a tout ça. À la rentrée 2017, une étude de territoire est amorcée sur la commune de Kourou. Qui avait besoin, puisqu'il y a un projet OIN sur la commune de Kourou, donc opération d'intérêt national. Vous avez, si vous voulez, le maire a une grande zone dans son territoire, proche de la ville urbanisée, à urbaniser. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette zone ? Il faut savoir déjà, quand on veut faire quelque chose dans une zone qui est dans la ville, qu'est-ce que la ville ? Comment elle s'est développée ? Quelle est sa logique urbaine pour après aller dans la continuité de ce développement et donc construire intelligemment. Donc là, on a fait une étude de territoire, très vite, pour la ville de Kourou. Et j'ai envie de dire qu'on a eu beaucoup de succès auprès de la commune avec cette étude, tellement que le maire de Kourou a été notre meilleur porte-parole et a conseillé beaucoup de maires de nous commander ces études de territoire à nous, CAUE. La commune de Saint-François développe une stratégie de valorisation du patrimoine foncier rural et de préservation des communautés s'appuyant sur un outil central, la ZAP. Alors, la zone agricole protégée, c'est un outil réglementaire qui a été donc, régi par la loi agricole et le code rural. Donc c'est un outil réglementaire qui vise dans un premier temps à protéger, à sanctuariser du foncier agricole et à adosser à ces programmes réglementaires, il est important et essentiel d'avoir des projets qui puissent viser à accompagner les agriculteurs dans leur activité. Alors à l'intérieur de ce périmètre, il s'agit surtout et avant tout d'accompagner les agriculteurs dans leurs activités agricoles qui sont de diverses natures, puisqu'on a un bassin canier et on a aussi des activités maraîchères. Il s'agit donc de définir un périmètre et ensuite de caractériser les utilisations. Ensuite, il y a une évaluation aussi des usages et des impacts. Mais il y a aussi, pour tout cela, une concertation nécessaire avec les agriculteurs, mais aussi une implication des institutions, puisque la zone agricole protégée, c'est une servitude d'utilité publique, et donc par conséquent, il y a une signature, une validation des services de l'État à travers un arrêté préfectoral. L'outil de planification suprême, le SAR, le SAR, définit les grandes lignes d'aménagement du territoire, en arbitrant entre les intérêts écologiques et économiques. Mais il faut savoir que le SAR, en principe, a 5 grandes fonctions. Donc, déterminer la destination générale des différentes parties du territoire, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, la localisation des activités industrielles, portuaires, agricoles et artisanales, ainsi que la localisation des NDIC. Il faut savoir que c'est un document en fait, qui est composé de documents papier ainsi que de 2 cartes. Donc l'une des cartes, c'est celle qui décrit la destination générale des sols et l'autre qui est le schéma de mise en valeur de la mer qui prévoit la localisation des différents équipements qui doivent être prévus sur le littoral. Le SAR doit respecter 3 catégories de normes. D'une part, les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire, les servitudes d'utilité publique et enfin en matière de protection des sites et paysages. L'agence des 50 pas intervient sur des zones urbanisées et d'urbanisation diffuse, sujettes à différents types de conflits. Des conflits par rapport à la procédure de régularisation, puisque aujourd'hui sont éligibles à la régularisation les occupants et les demandeurs dont le bâti a été édifié avant 1995. Aujourd'hui, on a énormément de difficultés quelquefois quand on a plusieurs occupants qui font des demandes de régularisation sur le même bâti, à distinguer le vrai du faux. On a aussi des conflits, j'allais dire, d'usage, puisque dans le cadre de certains projets d'aménagement, on est amené à tenir compte d'aspects environnementaux. Et puis un des problèmes non des moindres, c'est le problème des indivisions successorales, puisque quand celui qui a édifié le bâti et qui pourrait prétendre à la régularisation est décédé, on se retrouve à gérer des demandes qui peuvent émaner de plusieurs héritiers co-indivisaires sur ces parcelles. Au fil des années,
des habitations se sont établies de façon spontanée sur le littoral, sans que les pouvoirs publics n'exercent leur pouvoir de police. On peut imaginer que cette occupation s'est faite depuis longtemps et qu'il n'y a pas eu de sanction parce qu'il n'y avait pas une politique de logement suffisante pour reloger tous ces habitants. Donc on a, quand je dis on, les autorités ont peut-être laissé faire. C'est-à-dire que les zones à risque en fait, sont souvent des zones où le foncier est gratuit, s'il est public. Et donc moi je vais m'en emparer parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un vrai lot dans un lotissement, etc. Donc ça n'est pas une mauvaise volonté de la part des gens. Mais le problème c'est que ce faisant, ils s'exposent à un risque. Du coup, les institutions sont responsables et si elles ne font rien, en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire de mort, etc., on va aller rechercher la responsabilité de l'élu, du préfet, etc. La plage du Souffleur à Port-Louis constitue un exemple de gestion de conflits d'usage sur la bande des 50 pas. Aujourd'hui, avec la plage du Souffleur, où on doit apporter un certain nombre d'aménagements, mais qui doit être trouver son lien, en tout cas son prolongement avec tout le littoral. C'est pour ça qu'il va falloir aménager ce littoral d'une part, mais aussi que ceux qui y habitent, les résidents, puissent aussi aménager leur maison, de manière à ce que ce littoral soit pour nous une certaine attractivité, crée pour nous une certaine attractivité dans le bourg de Port-Louis. Suite à l'ouragan Léni en 2002, la commune de Petit-Bourg a dû réfléchir à la relocalisation des populations installées sur la frange littorale. Suite à cet événement, différentes opérations ont été mises en œuvre. L'objectif, en tout cas pour nous, aujourd'hui, c'est de proposer des outils opérationnels pour évacuer ces personnes qui sont aujourd'hui, dans certaines situations, leur terrasse dans le vide ou encore leur construction à 1 ou 2 mètres du bord de la falaise. En 2004, à Riflet, l'agence des 50 pas a lancé avec la ville de Déhay un programme d'aménagement répondant à différentes problématiques de conflits et de risques. Qui permettait de faire des diagnostics des quartiers, études bâties, études sociales, études de risques, études des sols, diagnostics des réseaux. Et l'idée aussi, c'était d'aboutir sur un plan d'aménagement. Donc, travailler avec un urbaniste qui allait sortir un projet, un plan d'aménagement sur le quartier, de façon à pouvoir mettre en place après les travaux et réaliser les travaux sur le quartier. Les plans de prévention de risques doivent intégrer une nouvelle notion. La menace grave pour les vies humaines est un enjeu majeur, le réchauffement climatique. Celui-ci rend d'autant plus sensible la gestion des conflits face aux invasions de sargasses. Vous savez que les sargasses, ça devient un problème de santé publique dès lors qu'on n'enlève pas les sargasses dans les 48 heures. Et ça nécessite donc que les communes s'organisent, qu'elles soient aidées par les collectivités pour pouvoir procéder aux enlèvements dans le délai prévu. Co-organisateur du séminaire, l'ADEME est investi des questions croisant aménagement et environnement. Accompagne les collectivités dans leurs problématiques d'urbanisme et d'adaptation au changement climatique. Ce qu'on fait c'est d'abord de soutenir le réseau urbanisme durable qui est porté par le CAUE. Ce réseau urbanisme durable regroupe les collectivités et les acteurs du territoire qui veulent mettre de l'environnement dans l'urbanisme, dans les opérations d'aménagement. Et le thème du colloque était sur le littoral, et le littoral concentre beaucoup d'enjeux d'aménagement, concentre des enjeux aussi d'éventuels recul du trait de côte, concentre des enjeux aussi d'adaptation au changement climatique. Et donc l'idée du réseau urbanisme durable, c'est de rassembler tous les acteurs pour pouvoir avoir une réflexion commune sur ces problématiques. La loi Letchimy est un outil adapté à nos réalités, facilitant la régularisation de l'habitat spontané situé en zone à risque. Donc l'idée générale sur la loi Letchimy, pour ceux qui sont occupants sans titre, c'est de prétendre à ce dédommagement pour se proposer une solution de sortie. Pour ceux qui sont propriétaires, de faire une estimation de leurs biens et de leur proposer une nouvelle fois de rebondir à travers des montants qui seront cette fois-ci non pas limités à 40 000 €, mais à des montants plus élevés, de se reprojeter vers un bien qui serait moins exposé. Pour ceux qui ne le voudront pas, il y aura un choix à faire entre de l'expropriation ou le maintien de ses usagers sur le secteur. La concertation est également un outil indispensable. Utiliser des outils qui permettent la concertation le plus en amont possible. Nous, de façon systématique, on organise des réunions publiques sur tous les projets d'aménagement qu'on fait avec l'aide des communes. On va au plus près des occupants de manière à prendre en compte leur vision de l'aménagement de leur quartier. On a profité de cette période-là pour avancer sur le processus de régularisation, puisqu'on a pu expliquer pratiquement individuellement aux gens ce qu'il fallait faire, le montage des dossiers, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'à la fin de l'opération, presque tous les habitants avaient déposé leur dossier.
Ce séminaire a permis de sensibiliser les divers acteurs du cadre de vie guadeloupéen à l'importance d'intégrer dans leur pratique le management du conflit. Partager les expériences, partager les outils qui sont mis en place, partager les méthodes qui sont expérimentées afin de disposer en fin de compte d'une vision, de moyens plus efficaces pour aménager notre territoire. En conclusion de toutes les méthodologies qui ont pu être proposées, la méthodologie ARAPA qui associe les habitants au projet, ou encore au concept alternatif de Volga-Plage. Une relation de confiance, ça s'apprend. Les retombées sont immenses pour régulariser des situations problématiques, que ce soit l'indivision ou bien d'autres situations conflictuelles. Comment on part du capital social des territoires, du capital social du quartier concerné pour construire une réponse adaptée qui intègre cette vision des habitants, l'usage des habitants, qui fait en sorte qu'ils s'impliquent dans ce nouveau projet. Maintenant, cette ZAP, la réflexion elle est portée au niveau de la ville de Saint-François, mais des bassins agricoles sont beaucoup plus larges. Donc, elle pourra peut-être être envisagée à une échelle beaucoup plus large que celle des simples périmètres administratifs de la ville de Saint-François. Toutes les problématiques qui ont été exposées ont permis effectivement de comprendre qu'il y a un facteur humain, tenir compte justement du vécu des gens. Il y a donc toute l'historique qui fait donc la vie de plusieurs générations sur des lieux qui sont des lieux de mémoire pour eux. L'ADEME lance des appels à projets auprès des collectivités, d'abord sur l'approche urbaine durable, pour pouvoir mettre de l'environnement à l'intérieur des projets d'aménagement. Et donc l'idée c'est d'accompagner les collectivités dans de la méthodologie pour faire en sorte que les projets d'aménagement intègrent le plus possible les critères environnementaux. Et la deuxième chose, c'est des appels à projets sur l'adaptation au changement climatique. Là aussi pour accompagner méthodologiquement les collectivités, pour faire en fait un diagnostic de leur vulnérabilité au changement climatique sur leur territoire, puis ensuite bâtir un plan d'action par rapport aux effets, aux impacts attendus du changement climatique pour anticiper tous ces changements.